Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première. J'ai besoin de repères. Les clés. J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés où l'on va décrypter aujourd'hui les ressorts d'un fameux tournant qui se profile pour Facebook, Instagram, plus largement pour le groupe Meta, le groupe de Mark Zuckerberg qui a donc annoncé qu'il allait renoncer au fact-checking par des journalistes, en tout cas aux États-Unis. Une mesure parmi d'autres qui semble très clairement liée à l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et qui pose de vraies questions pour le débat public, pour le journalisme et plus largement pour la démocratie. C'est ce qu'on va prendre le temps de comprendre en repartant d'abord de ce qu'a précisément annoncé Mark Zuckerberg. La première, les clés. Hey everyone, I want to talk about something important today because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram. La vidéo est très simple dans la forme. Mark Zuckerberg avec un large t-shirt noir, une chaîne en or autour du cou, son look toujours juvénile à 40 ans et ses cheveux blonds bouclés, face caméra, pour une annonce donc aux utilisateurs de Facebook et Instagram. J'ai commencé à créer des médias sociaux pour permettre aux gens de s'exprimer. Mais beaucoup de choses se sont passées ces dernières années. Le débat sur les effets néfastes potentiels des contenus en ligne est très répandu. Les gouvernements et les médias traditionnels ont fait pression pour censurer de plus en plus. Dans beaucoup de cas, pour des raisons clairement politiques, mais aussi pour des choses légitimement mauvaises, comme la drogue, le terrorisme, l'exploitation des enfants. Ce sont des enjeux que nous prenons très au sérieux, et je veux m'assurer que nous agissons de manière responsable. Nous avons donc mis en place un grand nombre de systèmes complexes pour modérer le contenu. Mais le problème des systèmes complexes est qu'ils commettent des erreurs, et nous sommes arrivés à un point où il y a trop d'erreurs et trop de censure. Ça, c'est donc le constat que fait Mark Zuckerberg. On ne sait pas s'il est complètement sincère ou guidé par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, mais en tout cas, il formule un double constat. Premièrement, les systèmes mis en place pour modérer les contenus sont trop compliqués et font des erreurs, il faut y remédier. Et puis, plus interpellant, il estime qu'au fil des ans, les gouvernements lui ont imposé de plus en plus de censure pour des raisons politiques et que ça nuit à la liberté d'expression. Face à cela, voilà ce que le patron de Meta a décidé de mettre en œuvre. Tout d'abord, nous allons nous débarrasser des vérificateurs de faits et les remplacer par des notes communautaires similaires à celles de X qui ont été mises en place aux États-Unis. Après l'élection de Trump en 2016, les médias traditionnels n'ont cessé d'écrire que la désinformation était une menace pour la démocratie. Nous avons essayé de bonne foi de répondre à ces préoccupations sans devenir les arbitres de la vérité. Mais les vérificateurs de faits se sont montrés trop partiaux sur le plan politique et ont détruit plus de confiance qu'ils n'en ont créé, en particulier aux États-Unis. Au cours des prochains mois, nous allons donc progressivement mettre en place un système de community notes plus complet. L'idée est donc désormais de se passer de journalistes professionnels pour faire de la vérification et de s'appuyer sur un système collaboratif entre utilisateurs pour vérifier les faits. On va revenir évidemment dans l'émission sur toutes les questions que cela pose. Mais ce n'est pas la seule annonce de Mark Zuckerberg. Deuxièmement, nous allons simplifier nos politiques de contenu et nous débarrasser d'un certain nombre de restrictions sur des sujets tels que l'immigration et le genre, qui sont tout simplement déconnectés du discours dominant. Ce qui a commencé comme un mouvement visant à être plus inclusif a été de plus en plus utilisé pour fermer les opinions et exclure les personnes ayant des idées différentes. Pour le dire de manière un peu caricaturale, Mark Zuckerberg valide donc l'idée qu'il y aurait une cancel culture et compte bien y remédier. Il annonce qu'il va moins filtrer les publications a priori, mais plutôt réagir aux signalements par les utilisateurs
à part pour les contenus illégaux les plus graves. Il promet également que les contenus politiques, pénalisés jusqu'ici par l'algorithme, vont revenir en force. Et puis, il annonce que les équipes chargées des questions de la vérification et de la modération chez Facebook vont être transférées au Texas. Aujourd'hui, elles sont en Californie, État majoritairement progressiste et politiquement largement acquis aux démocrates. Il y a donc là sans doute un gage donné à Donald Trump. Enfin, Mark Zuckerberg précise encore ceci. Enfin, nous allons travailler avec le président Trump pour repousser les gouvernements du monde entier qui s'en prennent aux entreprises américaines et font pression pour censurer davantage. Les États-Unis disposent des protections constitutionnelles les plus solides au monde en matière de liberté d'expression. L'Europe dispose d'un nombre croissant de lois qui institutionnalisent la censure et rendent difficile la construction de projets innovants. Une phrase qui a fait réagir catégoriquement la Commission européenne à Bruxelles, qui rejette les accusations de censure et s'apprête à durcir son bras de fer avec Meta dans les mois qui viennent. Et avec nous pour décrypter tout cela, il y a notamment Olivier Tesquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Télérama, auteur de plusieurs ouvrages sur tout ce que le numérique modifie progressivement dans nos vies. J'ai d'abord une question un peu générale à vous poser sur ce qu'on vient d'entendre là. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un choix stratégique d'entreprise par rapport à une série de constats qui sont faits par Mark Zuckerberg et par ses équipes, ou bien une sorte de conversion obligée du groupe Meta au Trumpisme avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche ? Alors il faut revenir un peu en arrière, il faut se rappeler que sur les 10 dernières années à peu près, Mark Zuckerberg a un peu passé son temps à s'excuser, il faut se souvenir de tous les scandales qu'il y a pu avoir sur des questions de vie privée sur la plateforme, on peut penser au scandale Cambridge Analytica ou sur le rôle qu'avait pu jouer Facebook dans la désinformation, notamment pendant la campagne de 2016. À cet égard-là, on peut rappeler d'ailleurs que les fameuses cellules de fact-checking avaient été montées consécutivement à l'élection de Donald Trump en 2016. Et en fait, partant de ce constat, Mark Zuckerberg, depuis quelques mois, on va dire depuis l'année dernière à peu près, a tiré un constat simple. Il a dit « la politique, c'est fini pour moi ». Alors évidemment, la politique, c'est fini pour moi. La politique le rattrape, là on le voit bien aujourd'hui, mais il a pris soin, par exemple, de ne soutenir aucun candidat à l'élection présidentielle de 2024, au mois de novembre aux États-Unis. Il a expliqué qu'il ne soutenait ni l'un ni l'autre des candidats, sauf que Donald Trump a gagné. Et que Donald Trump avait menacé Mark Zuckerberg. C'est-à-dire que dans un livre qu'il a publié notamment, Donald Trump expliquait que Mark Zuckerberg avait conspiré contre lui en 2020. Alors, il faut se rappeler que Zuckerberg avait donné avec sa femme, par le biais de leur fondation, 400 millions de dollars pour organiser les élections. Il faut se souvenir qu'on était post-Covid, tout ça a été très compliqué. Ce qui avait été interprété par les milieux conservateurs comme une tentative de mener une sorte d'ingérence en réaction à la fameuse ingérence russe dans l'élection de 2016. Donc ça s'inscrivait dans ce contexte-là. Il avait un peu mis une cible dans le dos de Mark Zuckerberg et c'est difficile de ne pas interpréter ce qui est en train de se passer aujourd'hui. La batterie d'annonces d'hier, et on pourra en rajouter quelques autres, parce qu'il y a votre sujet était très complet, mais il y a encore quelques autres petits signaux plus ou moins faibles qui montrent cette espèce d'allégeance, voire de soumission au Trumpisme. On voit bien qu'il y a à la fois un enjeu de pérenniser l'activité économique de Facebook et puis d'être dans les petits papiers, on va dire, de l'administration Trump. Donc il n'avait pas le choix, en quelque sorte, en tout cas c'est l'analyse que fait Mark Zuckerberg, que font peut-être aussi ses actionnaires, avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, il fallait faire une série d'annonces comme celle-là. Peut-être que c'est important de revenir d'abord, Olivier Tesquet, alors pour bien comprendre, sur la façon dont procédait Facebook, en particulier depuis 2016, où justement on avait accusé la plateforme à l'époque, et au moment de la première élection de Donald Trump, d'avoir laissé le champ libre à une série de fake news, etc. C'est pour ça que Facebook, notamment, avait mis en place toute une série de systèmes. Est-ce qu'on peut décrire en quelques mots rapidement ce qui avait été mis en œuvre à l'époque avant de venir à ce qui va être maintenant mis en place ? C'est-à-dire qu'effectivement, après l'élection de 2016, dans ce contexte très compliqué où donc il y a eu cette ingérence russe qui a parfois été exagérée aux États-Unis, mais qui reste un vrai traumatisme et qui a quand même une réalité avec une poussée assez spectaculaire de la désinformation. Il y avait plusieurs mesures qui avaient été mises en œuvre, et pas seulement sur Facebook, d'ailleurs sur les gros réseaux sociaux, les grosses plateformes, qui consistaient on va dire, il y avait ça marchait sur deux jambes. Il y avait à la fois d'un côté
le fact-checking qui était réalisé. Alors y compris, il y a eu beaucoup de partenariats avec des médias traditionnels. Il y a eu des gens dont c'était le boulot, quoi. Vraiment des équipes à l'intérieur de ces plateformes qui étaient chargées de surveiller l'intégrité, on va dire, du débat public. Et puis il y avait des cellules qui avaient été montées, qui étaient elles liées vraiment à l'intégrité des processus électoraux, qui existaient encore en 2020 et qui ont complètement disparu cette année. C'est-à-dire que là, déjà au mois de novembre, avant ces annonces de Zuckerberg, il y avait toute une série de petites mesures qui laissaient entendre qu'on allait effectivement dans cette direction-là. Il y avait par exemple un accès qui a été révoqué à une entreprise américaine qui permettait de surveiller un peu, de quantifier la désinformation sur Facebook, qui s'appelle CrowdTangle, qui était lié à des chercheurs, et tout à coup la lumière s'est éteinte. On n'avait plus accès à ce genre de choses. De la même manière, Facebook a de nouveau autorisé la publicité politique, qui était devenue très encadrée après l'élection de 2016. Donc il a un peu comme ça enlever toute une série de protections qui avaient été décidées à partir de 2016, mais parce qu'en fait Facebook, et il a bien senti, Mark Zuckerberg, se retrouvait pris dans une position qui ressemble à la situation dans laquelle s'est trouvée l'ancienne équipe dirigeante de Twitter quand Elon Musk a racheté la plateforme avant qu'elle devienne X. Il faut se souvenir qu'à ce moment-là, il y a eu un inventaire qui a été fait, y compris beaucoup par Elon Musk lui-même, qui consistait à démontrer, parfois de mauvaise foi d'ailleurs, que les équipes de modération avaient largement outrepassé leurs prérogatives et qu'elles s'étaient livrées à une forme de censure, et à une forme de censure au profit du camp démocrate, parce qu'on voit bien que l'accusation derrière, c'est pas seulement accuser telle ou telle plateforme d'être une sorte de ministère de la vérité, c'est d'être un ministère de la vérité au service de nos adversaires politiques, du point de vue des conservateurs et des républicains. Donc on voit cette tentative aujourd'hui de prendre ses distances avec les démocrates. Il faut se rappeler quand même Mark Zuckerberg, quand il était jeune, avant cette espèce de métamorphose physique, parce qu'aujourd'hui il a bien changé, aux États-Unis, on contemplait un peu l'hypothèse d'une candidature de Mark Zuckerberg à la présidence américaine, plutôt sous une étiquette démocrate. Et là, on voit bien que le paysage politique ayant changé, il est un peu contraint de s'adapter, et donc il renonce à ces outils qui avaient été mis en place, mais qu'il avait mis en place aussi parce qu'il avait été contraint et forcé, à la fois par les régulateurs, les législateurs, l'opinion publique. La pression était telle qu'il était obligé, quelque part à ce moment-là, de prendre des mesures. Donc, ce que l'on comprend ici, c'est que derrière ces annonces, il y a pour Mark Zuckerberg l'intention d'envoyer un signal, d'essayer de se départir de cette image que lui et son groupe seraient un soutien, voire un promoteur du Parti démocrate, quitte à donner du crédit à ce discours des conservateurs, voire des ultra-conservateurs, qui réduit les fact-checkers à des censeurs au service du camp progressiste. Résultat, Mark Zuckerberg annonce, on l'a entendu, que c'en est fini de se fier à des journalistes ou aux unités de fact-checking des grands médias traditionnels. Et il annonce aussi qu'il va les remplacer par un système de community notes, de notes de la communauté, inspiré de ce qui se fait sur X, ex-Twitter, propriété d'Elon Musk. Alors justement, allons voir ce qui se fait sur X, précisément, et comment ça marche concrètement, en compagnie de Sarah Pousset. L'objectif des notes de la communauté est d'apporter du contexte à des tweets trompeurs ou imprécis. Ces notes sont rédigées par des membres du réseau social qui ont fait la demande pour devenir des contributeurs. Pour cela, il suffit d'avoir un numéro de téléphone, d'être inscrit sur X depuis au moins 6 mois et de ne pas avoir enfreint les règles de la plateforme. On peut un peu comparer ce système à Wikipédia. Des utilisateurs tentent d'apporter des informations supplémentaires en citant leurs sources, mais comme n'importe qui peut écrire, il y a aussi des erreurs et des avis biaisés. En pratique, un contributeur écrit sa note en citant ses sources et en justifiant son choix. Le tweet est par exemple mensonger ou il utilise des images modifiées numériquement. Ensuite, la note est évaluée par la communauté. Elle doit récolter un maximum de votes et être jugée utile. Mais attention, l'algorithme vérifie que les personnes qui approuvent cette note viennent d'horizons variés. Pour cela, il faut que les utilisateurs qui ont été en désaccord par le passé s'accordent sur l'utilité de cette note.
Ce système ne vient pas d'Elon Musk. Il est apparu sur Twitter en 2021, uniquement aux États-Unis, mais c'est bien le patron de Tesla qui l'a popularisé et étendu à une quarantaine de pays, dont la France, depuis juin 2023. Le système fonctionne encore bien, c'est-à-dire que la majorité des notes ne sont pas publiées car pas approuvées par la communauté. Les notes radicales avec un agenda politique sont notamment recalées, mais on constate aussi déjà les premières distorsions. Par exemple, des notes pour corriger Elon Musk sont refusées car ses fans se mobilisent pour voter contre la rectification. Un journaliste du Monde qui a testé ces notes pointe aussi le fait que sa vérification était demandée sur un tas de sujets qui lui sont presque inconnus et qui ne sont même pas liés à son pays ou à sa culture. Il ne peut donc que répéter les informations fournies par Google. Et puis face au volume et à la vitesse des fake news, il a aussi vite été découragé de constater que même si un tweet est rectifié, eh bien une centaine d'autres sur le même sujet ont déjà été publiés entre-temps. Olivier Tesquet, est-ce que ça peut fonctionner, ce système de remplacer donc le fact-checking fait par des journalistes par ce système des notes communautaires avec toutes les potentielles difficultés, voire les biais que l'on vient de pointer ici? Alors ça peut fonctionner, c'est pas un mauvais système en soi. On peut voir d'ailleurs que sur X parfois c'est très utile. Hein. Vous avez des recontextualisations sur je pense notamment quand il y a des responsables politiques qui prennent la parole, exploitent un certain nombre d'événements, de faits divers, etc. Il peut arriver que les notes de la communauté apportent quelque chose. C'est évidemment pas exempt de risque de manipulation, mais enfin la comparaison avec Wikipédia me semblait assez bonne. On voit que Wikipédia reste un modèle qui est relativement vertueux, qui est pas exempt de biais, d'erreurs, de manipulation. Hein. Il y a des exemples, mais qui reste un système quand même globalement vertueux. La difficulté, alors il faudra voir comment c'est mis en place sur les différentes plateformes de Meta. La difficulté sur X, c'est que X est une sorte de petit royaume sur lequel Elon Musk règne avec tout son arbitraire. Et donc si effectivement il décide d'une manière ou d'une autre, ou si ces légions de fans un peu organiquement se mobilisent pour empêcher telle ou telle note ou pousser telle ou telle autre, et puis l'architecture même de la plateforme favorise la circulation des fausses informations. Donc c'est vrai que quand on prend ça dans un écosystème général, à partir du moment où vous avez les notes de la communauté, mais vous avez quasiment plus de modération, qu'il y a une incitation, on va dire, en tout cas une vision très maximaliste de la liberté d'expression qui se résume en fait à donner la parole ou à amplifier ceux qui parlent le plus fort et qui parfois racontent n'importe quoi. Les notes de la communauté qui arrivent en aval face à cette espèce de flot ininterrompu et décuplé de contenu haineux, de désinformation, de fausses nouvelles, etc. Bon, c'est un peu un pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire que les notes de la communauté, c'est très utile dans un système, une architecture qui déjà ne favorise pas dans son design même la circulation de ces fausses informations. Or, aujourd'hui, c'est déjà le cas sur X. Et on a un peu l'impression qu'avec les annonces de Mark Zuckerberg, ça risque d'être de plus en plus le cas sur Facebook, Instagram et potentiellement WhatsApp aussi. Donc, à vous entendre, c'est un système qui pourrait fonctionner si on était dans un écosystème qui permet un vrai débat, une vraie co-construction un peu sereine pour essayer entre utilisateurs, par un travail collaboratif, de toucher à la vérification des faits, etc. Mais si ça fonctionne comme sur X, avec en plus, là sur X, on sait, un Elon Musk qui a mis la main sur les algorithmes pour servir ses intérêts politiques, alors là, c'est beaucoup plus compliqué que ça puisse fonctionner. Et justement, je propose qu'on s'intéresse aux conséquences que tout ça pourrait avoir aussi sur le débat public de manière générale, sur la démocratie partant de cela. J'ai sondé notre collègue Bertrand Haine, qui est éditorialiste à La Première, mais qui est aussi un spécialiste de l'éthique de la communication, en lui demandant comment il voyait, lui, cette annonce faite par Mark Zuckerberg et les conséquences que tout ça pouvait avoir sur la démocratie. Et je vous propose d'entendre sa réponse. Alors, je pense que c'est une période qui s'ouvre qui est potentiellement très dangereuse pour le débat démocratique, pour la liberté d'expression et peut-être pour la liberté tout court. Parce que, par essai-erreur depuis l'invention de la démocratie en Europe, que ce soit en Angleterre un petit peu avant la Révolution française, puis la Révolution française petit à petit, il a fallu un siècle en France pour qu'elle s'installe, la démocratie. Par essai-erreur, on est arrivé à un consensus, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, que l'espace public dans lequel se font les débats démocratiques doit être régulé. C'est-à-dire que, au fond, il faut certaines règles, c'est ça la régulation,
régulation légale, mais même régulation en fait non légale, on pourrait dire éthique ou morale, de la manière dont doit se dérouler un débat. Le respect pour les adversaires, on ne menace pas de mort, par exemple, à un adversaire. Enfin, vous avez certaines règles tacites, comme ça, implicites, du débat. Et dans cet espace public respectueux qu'on essaye depuis la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas plus tolérant qu'avant aussi, moins violent dans les différences qu'il peut y avoir d'opinion, l'importance a été mise sur cette capacité, notamment pour les médias et à travers les journalistes, de tenter le plus possible honnêtement de dire la réalité du monde qui nous entoure. La vérité, si on veut dire ça, qui est une valeur centrale du débat dans les démocraties. À partir du moment où les réseaux sociaux sont arrivés, ils se sont rendus compte au début qu'ils n'étaient pas les arbitres de la vérité. C'était des plateformes et ils laissaient circuler tout et n'importe quoi. Et puis ils se sont rendus compte petit à petit, là aussi par essai-erreur, qu'en fait ils avaient une responsabilité, puisqu'ils éditaient en partie leurs algorithmes, et ça s'est vu notamment après l'élection de Donald Trump. Tout Twitter, Facebook, on se dit on va engager des modérateurs et on va faire un travail qui est en fait un travail de sélection quand même des opinions les plus violentes qui doivent être remises sur le côté ou cachées, ou censurées, et aussi un travail de validation de certains faits, de ce qui est fait vérifier, notamment sur le Covid, ça a été fort poussé à ce moment-là, ou fait pas du tout vérifié. Et cette prise de conscience de la responsabilité, elle est en train de s'effondrer aujourd'hui. C'est ça un peu, moi, comment j'interprète la décision de Mark Zuckerberg, et avant celle d'Elon Musk quand il a racheté Twitter, de licencier une bonne partie des équipes de modérateurs. C'est que cette question de la responsabilité face à une question de vérité ou de place d'éthique du débat public est en train de s'écrouler. Et pour ça, il y a d'abord une raison que je crois économique, c'est que ça coûte très cher de modérer pour ces plateformes. Les journalistes et les entreprises de presse le savent bien, ça coûte cher de payer des journalistes. C'est plus facile de faire des médias sans. Et puis il y a un deuxième élément qui compte beaucoup, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient devenus détenteurs d'un pouvoir énorme et une capacité d'influencer le cours du monde, pas seulement des États-Unis, dont ils n'imaginaient même sans doute pas l'ampleur. Et que désormais, cette question du pouvoir, de la concentration du pouvoir, semble passer avant toute, je crois, chez eux, question de responsabilité et d'éthique et de rôle qu'ils ont dans le débat public. Et ça, je pense que c'est le vrai changement. Une réaction là-dessus, Olivier Tesquet. Est-ce que ce qui se passe là, avec Mark Zuckerberg qui semble en quelque sorte emboîter le bas à un Elon Musk du côté de X, même si l'agenda est sans doute pas exactement le même, sonne un peu la fin de cette idée d'une responsabilité, de responsabilisation de ces plateformes par rapport à une forme d'éthique du débat public et tout ce que ça a comme conséquence pour la démocratie? Oui, je suis d'accord avec le diagnostic et je rajouterais même que c'est peut-être pire que ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cet abandon du principe de responsabilité se fait au nom de la défense de la liberté d'expression. Moi, ça me fait toujours penser au fameux paradoxe de la tolérance de Karl Popper, parce qu'on voit aujourd'hui que cette idée chez les soi-disant défenseurs de la liberté d'expression, c'est justement de démanteler la censure, de redonner la parole à tout le monde, que chacun puisse dire ce qu'il souhaite, etc. Mais on voit bien que quand on laisse la place, et toute la place à l'intolérance, ça finit par tuer la tolérance. Et donc, une société, pour rester tolérante, c'est le fameux paradoxe, doit être intolérante à l'intolérance. Donc, il faut des règles du jeu. Il faut que certains discours, et Zuckerberg le reconnaît parce qu'il y a quand même un certain nombre de sujets, que ce soit le terrorisme, que ce soit la protection des enfants, que ce soit un certain nombre de sujets sur lesquels il y a quand même un consensus suffisamment fort pour que les plateformes prennent des mesures. Mais les autres sujets qu'il a cités, ne doivent pas grand-chose au hasard et sont précisément des sujets qui, aujourd'hui, sont dans le viseur des réactionnaires du monde entier. Et ces questions-là, ce sont celles de la diversité, de l'immigration, du genre, spécifiquement citées par Mark Zuckerberg dans ses annonces. Reste une question encore. Qu'est-ce que tout cela augure aussi pour le journalisme? Puisque le message qui est envoyé ici, c'est qu'au fond, ce système collaboratif de notes de la communauté, avec des utilisateurs qui votent sur le fact-checking qu'ils trouvent le plus pertinent, va se substituer aux journalistes.
Des journalistes considérés dans le discours d'un Elon Musk, mais aussi maintenant donc de Mark Zuckerberg, comme bien trop orientés ou comme des censeurs adversaires de la liberté d'expression. Que pense de cela un spécialiste en épistémologie, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie les processus de vérification des faits en sciences, en l'occurrence Olivier Sartenard, professeur de philosophie des sciences à l'UNAMUR, que nous avons sondé sur cette question. Il y a quelque chose qui m'apparaît comme assez malhonnête en fait dans toute cette histoire, car en fait il est quelque part prétendu que le travail de fact-checking va être abandonné précisément en raison du fait que ce travail serait trop politisé ou plus généralement on va dire biaisé. Alors évidemment tout travail de vérification des faits nécessite une enquête qui peut être soit journalistique, soit scientifique, mais qui bien sûr présente toujours un risque d'être influencé par des biais divers, culturels, politiques, sociaux, et personne ne pourrait donc honnêtement prétendre évidemment que les journalistes ou les scientifiques par exemple sont absolument neutres, sont absolument objectifs ou imperméable à toutes les influences culturelles politiques du moment. Mais ce qui caractérise précisément les journalistes comme les scientifiques professionnels, c'est notamment qu'ils participent d'une institution qui a justement ce site particulier, mais qu'elle a mis en place des contre-mesures ou des leviers pour évidemment sinon éliminer, au moins atténuer évidemment les influences potentiellement perverses de ces divers biais pour justement maximiser les chances de produire un discours qui bien sûr, s'il n'est jamais à 100% neutre et objectif, personne ne le prétend, mais demeure toujours le plus factuel possible. On pourrait même dire que les procédures d'élimination ou de minimisation des biais sont définitoires de ce qu'est un bon travail journalistique ou scientifique, donc un bon travail de fact-checking, au sens où justement, sans ces procédures qui sont très codifiées d'ailleurs et très normées, on ferait tout simplement pas de véritable journalisme ou de science ou même de travail de fact-checking. Et c'est là précisément que je trouve le mouvement de méta un peu paradoxal, dans la mesure où il s'agit justement de renoncer à recourir au service de personnes ou d'institutions qui par essence tentent évidemment imparfaitement, mais le tentent tout de même de limiter au maximum l'ingérence de ces biais divers, mais justement au profit d'une procédure, je dirais, du pur recours à l'opinion majoritaire de la communauté des utilisateurs, c'est ça qui est annoncé, qui est, elle, par définition biaisée, parce que justement non équipée pour éliminer et minimiser le poids des biais. Et donc on glisse ainsi quelque part d'un mode de fonctionnement, le fact-checking, qui est vraiment dominé par une exigence de vérité, ou au moins une exigence de vraisemblance, on va dire, vers un mode de fonctionnement qui est justement dominé par la force des opinions majoritaires, ou la force des opinions qui sont à la mode, et qui du coup court un bien plus grand risque de s'écarter de toute visée de vérité ou de factualité. Et donc à cet égard, effectivement, ça me semble être un pas nouveau encore vers ce domaine de la post-vérité. Un pas de plus donc dans la direction de la post-vérité. Ce sera la conclusion de cet épisode avec une promesse, celle de rester plus qu'attentif à ce qui va se jouer dans les prochaines semaines et les prochains mois aux États-Unis, mais aussi sur ces plateformes partout dans le monde. Et d'ici là, merci de votre confiance dans le journalisme que l'on essaye de faire le plus honnêtement possible au quotidien. C'était Les Clés, un podcast de La Première avec à la réalisation sonore de cet épisode Laurent Nélissen, à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Reussen. N'hésitez pas à faire connaître Les Clés autour de vous, à partager ces épisodes et merci de votre fidélité de plus en plus nombreuse à cette émission.